Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour un second live d'InnoConnect, en live sur LinkedIn en partenariat avec Amy, spécialiste du financement de l'innovation. Alors pour rappel, cette émission, elle a pour vocation à mettre en avant les entreprises françaises innovantes du moment. Et aujourd'hui, le thème, c'est l'innovation, en particulier dans le secteur de la santé. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, dire d'où vous venez, de quel secteur, dans quel secteur vous travaillez. Et si tout est OK pour vous, on va passer 1 heure ensemble et vous allez voir, ça va être fantastique parce que je suis aux côtés de 3 responsables et entrepreneurs qui innovent dans le secteur de la santé et autres aussi du monde des deep tech. Alors, à mes côtés aujourd'hui, 3 représentants de société. Emmanuelle Gauthier, qui est fondatrice CEO de Ginger. Julie Perrin, qui est responsable communication et marketing pour De Synthé. Et enfin, Erfan Awani, CEO et cofondateur de Biomemory, une deep tech qui a fait fureur au Salon Vivatech il y a quelques jours. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Hello. Alors, j'en profite, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat, dans le live, et on y répondra en fin de session. Et au pire, sinon, on vous répond par écrit. Alors, on va faire dérouler cette émission en 2 parties. Une première où, on va effectivement, chacun va se présenter. Et ensuite, il y aura un temps d'échange. Et j'ai la chance aussi, à mes côtés, d'avoir une experte de chez Heming, qui est Ludivine Oliveira, qui est Market Leader Healthcare pour Heming. Bonjour Ludivine, vous êtes en duplex. Bonjour Barbara, en duplex, pas si loin, mais en duplex. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir échanger sur l'innovation en santé. C'est un peu le fil rouge de ma carrière professionnelle depuis maintenant plus de 15 ans chez Heming, acteur dans le financement de l'innovation avec plus de 200 consultants qui accompagnons des sociétés de la health tech sur des recherches en financement public et aussi sur le crédit impôt recherche. Et je suis ravie de pouvoir échanger avec vous et de découvrir les innovations des 3 sociétés qu'on accueille aujourd'hui. Vous allez voir, c'est l'innovation, franchement, moi, je suis épatée. Ludivine, on peut commencer par vous. Quelques mots sur Heming et surtout, pourquoi c'est important, quand on entreprend, d'avoir un partenaire qui accompagne sur le financement de l'innovation. Alors, Heming, déjà, c'est un acteur majeur en financement de l'innovation. Je le disais tout à l'heure, on est un peu plus de 200 consultants à travailler sur les sujets du crédit impôt recherche. On accompagne au quotidien aussi nos clients dans la recherche de financement public complémentaire. Et pour ma part, j'accompagne au quotidien les consultants pour, on va dire, maximiser la valeur ajoutée de notre accompagnement. Et pour répondre à votre dernière question, Barbara, à mon sens, et on l'observe quand même fréquemment avec les clients qu'on accompagne, c'est important de se poser la question assez tôt finalement dans la vie de l'entreprise, de se faire accompagner par un partenaire conseil. Ça permet de maximiser finalement l'obtention des financements, de réduire quand même au maximum les risques et puis surtout de libérer du temps à ces équipes pour qu'elles puissent travailler vraiment sur la technologie et l'innovation. Merci beaucoup Ludivine. N'hésitez pas à intervenir au courant de l'émission. L'objectif, c'est vraiment que ça soit interactif et vous aussi qui nous regardez, n'hésitez pas. Allez, on commence tout de suite avec Emmanuelle. Emmanuelle, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que Ginger ou Ginger Care? Je sais qu'à un moment, le nom était un peu plus long. C'est quoi la genèse du projet et en quoi c'est innovant? Merci beaucoup. Enchantée, je suis ravie d'être là. Donc, je suis Emmanuelle, la cofondatrice de Ginger Care. J'ai eu un parcours en école de commerce et c'est vraiment mon master en entrepreneuriat qui a été un élément déclencheur du projet de Ginger parce que c'est là-bas que j'ai rencontré mon cofondateur, Quentin, qui lui est pharmacien et expert en santé des femmes parce qu'il écrit sa thèse sur la santé des femmes. Et donc, on s'est lancés tous les deux au sein de ce master en commençant par interroger beaucoup de patientes. On a interrogé près de 350 patientes de femmes, notamment atteintes d'endométriose, qui nous ont partagé leur parcours, les obstacles qu'elles ont rencontrés. Et ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y avait un vrai besoin de s'informer, de s'orienter, d'être accompagnées dans leur parcours de soins. Et un autre élément qui est revenu, c'est qu'en moyenne, ça leur prenait 3 mois pour obtenir leur rendez-vous gynécologique avec des professionnels de santé experts en santé des femmes et experts dans certaines pathologies. De toute façon, tout ce qui est spécialiste aujourd'hui, c'est compliqué. Les temps d'attente sont très, très longs. Absolument. Et en plus, en santé des femmes, il y a un
écart qui s'est creusé au fil du temps, qui fait que c'est vraiment une problématique à part à aborder. Et c'est pour ça qu'on s'est concentré là-dessus. Et donc, la solution qu'on a vraiment travaillée avec nous, notre communauté de 350 patientes, la deuxième proposition de valeur qu'on a vraiment testée, c'était la messagerie en direct avec une équipe de professionnels pluridisciplinaires et expertes en santé des femmes. Et ça a beaucoup plu. Donc, on a recruté 13 professionnels de santé, des gynécologues, des sages-femmes, des radiologues, des professionnels paramédicaux, diététiciennes, nutritionnistes, etc., qui répondent vraiment en continu et en instantané à nos patientes pour faire un suivi vraiment entre les consultations physiques, le suivi digital, pour éviter tout ce qui est fragmentation du parcours de soins. Et c'est là-dessus qu'on essaie d'être vraiment innovant avec Ginger. Alors, Emmanuel, si vous nous résumez en une phrase, Ginger, c'est la messagerie gynécologique pour toutes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes construit, finalement, votre concept s'est construit avec votre communauté. C'est en partant des insights, de l'écoute des femmes que vous avez créé votre entreprise. Absolument. Et de ces insights, en fait, a découlé aussi notre business model. Parce que toutes ces discussions, tous ces échanges avec des patientes, ça a aussi fait émerger le fait que toute cette errance médicale dans le parcours de soins en santé des femmes crée aussi, a des répercussions vraiment critiques dans le quotidien professionnel. Il y a un mal-être qui est vraiment récurrent, des absences qui sont répétées, que ce soit pour les symptômes, pour les rendez-vous médicaux, et un tabou qui reste omniprésent dans le cadre professionnel. Et je crois qu'aujourd'hui, les entreprises commencent à s'en rendre compte, ont envie de prendre ce sujet en main et d'agir pour la santé de leurs collaboratrices. Et nous, on mise beaucoup là-dessus parce qu'on adresse les entreprises qui vont payer un abonnement à Ginger pour toutes leurs collaboratrices et qui ainsi agissent pour leur santé tout en préservant l'intimité, l'aspect confidentiel du sujet, mais en montrant qu'ils sont vraiment ouverts à un dialogue à ce sujet-là. Donc finalement, c'est un peu comme un psychologue du travail, mais là, on aurait un gynécologue du travail mis à disposition des entreprises. Exactement. Pour leurs collaboratrices. Absolument. Et là, il est mis à disposition de 5 entreprises clientes qui nous accompagnent depuis début mars. Donc, on est trop contents. Ça montre vraiment que l'engagement des entreprises sur ce sujet-là est en train de changer et est en train de monter en puissance. Donc, parce que votre modèle, il est business to entreprise, c'est-à-dire que vous proposez aux femmes ce service, mais par l'intermédiaire de leur entreprise qui les emploie. Absolument. C'est les employeurs qui proposent aux collaboratrices d'utiliser Ginger, de se créer un compte vraiment de leur côté. Donc, elles peuvent se créer un compte sans que l'employeur soit au courant. Il aura juste des statistiques sur combien de personnes utilisent la solution. Et ensuite, la patiente utilise vraiment, selon ses besoins, notre messagerie pour échanger quand elle a une question, mais aussi avoir son suivi par sa sage-femme coordinatrice qu'on lui attribue à travers l'application et qui va vraiment lui donner un fil rouge dans son parcours de soins et l'accompagner au quotidien. On est d'accord, du coup, tout ça, c'est complètement RGPD, donc confidentiel. L'entreprise n'a pas, même si c'est l'entreprise qui met à disposition de services, elle n'a pas accès aux informations. Tout est cloisonné dans Ginger. Absolument. C'est tout l'intérêt côté entreprise de passer par un intermédiaire comme nous. Ça garantit une vraie paroi, en fait, entre l'entreprise et la collaboratrice sur des sujets qui sont intimes, qui sont encore difficiles à aborder en entreprise, mais ça va progressivement permettre de faire le lien et d'ouvrir les discussions pour mettre en place des adaptations ou autres. Eh bien, merci beaucoup, Emmanuel. Donc, voilà, si vous êtes une entreprise et vous avez des salariés, petites, moyennes, grandes, vous avez compris, contactez Emmanuel et accompagnez toutes les femmes qui travaillent aussi dans votre société parce que c'est pas évident tous les jours. Merci beaucoup. Julie, on passe avec vous la description au détail de De Synthé. Quelle est l'entreprise? Quel est votre rôle dans cette entreprise et en quoi c'est innovant? Bonjour Barbara, donc moi c'est Julie Perrin, je suis la responsable communication et marketing de l'entreprise De Synthé. De Synthé pour De Saint-Étienne. Donc c'est une entreprise qui a été créée en 2017 par 3 associés et qui vient d'un partenariat fort entre l'hôpital, l'université et le milieu économique. Notre mission chez De Synthé, c'est de développer et commercialiser des parcours de rééducation intelligents pour accélérer le retour à l'autonomie des patients. Donc, nous, on essaye d'accompagner des patients, notamment après un AVC, qui est une maladie grave en France, dans leur parcours de soins, de la prise en charge à l'hôpital jusqu'à leur retour à domicile. Et donc, pour ce faire, on a développé une première technologie en 2018 qui s'appelle l'IVS, pour Intensive Visual Simulation. L'enjeu avec l'IVS, c'est de travailler sur tout ce qui va être
planification du mouvement avant de penser à l'exécution, puisqu'on sait que après un AVC, souvent la perception de son corps et la planification des tâches est quelque chose de compliqué. On a perdu, par exemple, la mémoire des fonctions motrices. Oui, on peut avoir des fois la motricité réduite sur un membre inférieur avec les bras ou les jambes. Oui, tout à fait. Et donc, du coup, nous, cette technologie qui est unique et brevetée avec l'IVS, elle repose sur un socle scientifique très, très solide, avec un principe notamment reconnu qui est la thérapie miroir. Et donc, cette thérapie, en fait, on remplace l'image du membre affecté par un retour positif du mouvement effectué par le membre sain. D'accord, donc en fait le cerveau, même si là le mouvement il n'est pas optimum, le cerveau il a l'impression que ce qu'il fait c'est optimum et ça participe à la rééducation. L'objectif, en fait, c'est de leurrer le cerveau et de recréer des connexions neuronales pour rétablir la cohérence entre ce que le patient veut faire et a l'intention de faire et ce qu'il voit du coup à l'écran avec le dispositif. Et oui, donc l'innovation, c'est cette technologie IVS ou IVS, vous êtes au IVS 3 aujourd'hui, c'est ça? Alors, il y a 2 dispositifs. Il y a l'IVS 3 qui a été le premier sorti en 2018 et qui est adapté pour les membres supérieurs, donc les bras, les mains, et l'IVS 4 qui, lui, est dédié aux membres inférieurs. Alors, quel est le modèle justement alors pas de distribution, mais comment on y a accès, nous, en tant que patient? Oui, et ben, du coup, c'est dans l'hôpital où vous êtes pris en charge ou le centre de rééducation où vous allez vous rendre pour récupérer que vous pouvez avoir accès à ces dispositifs. Nous, on n'est pas en contact direct avec le patient final. On travaille, nous, avec les thérapeutes et les docteurs dans les centres. Combien de centres à peu près aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y a près de 250 dispositifs qui sont installés en France, mais aussi en Europe et depuis 2021 à l'international. Eh bien, passionnant. Merci beaucoup, Julie. Ludivine, du coup, je vous interroge. Est-ce que vous, dans les projets que vous accompagnez, vous voyez une évolution justement de l'accompagnement du parcours de soins sur des dimensions digitales, nouvelles technologies, forcément? Oui, forcément, Barbara, effectivement. Alors, l'importance du numérique dans le parcours de soins est vraiment plus à démontrer. Il apporte, en tout cas, il permet d'améliorer l'accès aux soins. On l'a vu avec Ginger Care. Il permet d'améliorer la qualité des traitements et de rendre plus efficace de façon globale un peu le système de santé. Donc moi, je suis toujours ravie de rencontrer des sociétés qui développent des innovations qui s'appuient à la fois sur l'expérience du patient et sur l'expertise médicale, parce que selon moi, ce sont vraiment 2 leviers majeurs, notamment en termes de prévention. Et concernant la technologie de synthé, pardon, elle est intéressante parce qu'elle pose la question des doubles innovations, on va dire technologiques et d'usage. Et c'est vrai qu'une innovation qui modifie un peu l'usage, elle nécessite finalement une approche très collaborative pour pouvoir bien s'imbriquer et s'insérer dans le parcours de soins existant. Et ça, c'est toujours un challenge. Aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de support et de soutien financier pour justement accélérer et améliorer toute cette expérimentation. Là, il y a la 3e vague des tiers-lieux d'expérimentation qui est en train de se clore, donc pour favoriser justement les technologies en santé numérique, en tout cas leur expérimentation sur le terrain, pour plus rapidement en tout cas accéder au marché, ou encore en Île-de-France, là, un appel à projet sur des projets d'innovation un peu plus organisationnels, mais qui s'appuient aussi sur des solutions technologiques et numériques. Donc, il y a des choses intéressantes à étudier et je pense que c'est une bonne chose, en tout cas, pour les sociétés qui sont là aujourd'hui. C'est ce type d'entreprise que vous accompagnez, vous, chez Heming, justement, sur du soutien à l'innovation? Clairement. Là, on est dans le scope, santé numérique, biotech, pharma, on n'en a pas aujourd'hui, de la medtech et puis de la deep tech, comme on va le voir juste après. Et oui, merci pour cette transition, c'est parfait pour moi. Alors, Erfan, on passe à vous maintenant. Biomemory, deep tech, star un peu de Vivatech 2024 sur ce salon. C'est quoi le concept et en quoi c'est innovant? Bonjour. Je ne sais pas si c'était la star du Vivatech, mais en tout cas, on s'est bien éclaté. On a eu pas mal de gens qui sont venus voir ce qu'on faisait. Et donc, on a présenté notre concept de l'informatique moléculaire. Donc, c'est quoi l'informatique moléculaire par rapport à l'informatique d'aujourd'hui? L'informatique d'aujourd'hui, il faudrait rajouter le suffixe, l'adjectif électronique. Tout est basé sur l'électronique depuis assez longtemps maintenant.
Et le souci, c'est qu'on veut toujours faire plus en informatique chaque année, notamment dans le domaine du stockage. Je prends un exemple très visible. Et de la big data. C'est ça, on a plein de besoins. L'IA est un des besoins, mais par exemple, les scanners, en 2014, un scanner moyen, c'était 50, 100 mégas. Aujourd'hui, on est quasiment au giga. Donc, on a une multiplication des consommations des données. Donc, x2 tous les 3 ans. Comment on stocke ça? Si on a des difficultés à miniaturiser avec l'électronique, comment on fait? Oui, les data centers, je ne sais plus combien ça représente de part en fait d'utilisation de l'énergie. Enfin, je veux pas dire je crois que c'est 2%, non 2%, non, je crois. Ça dépend des pays. Dans les pays développés, ça va de 2 à 20%. Ouais, c'est ça, hein, donc 2% déjà de l'énergie mondiale qui fonctionne dans le pays, qui sont prises par les data centers. Oui, c'est ça, exactement. Donc, avec mes fidèles cofondateurs, Stéphane Lemaire, directeur de recherche CNRS, et Pierre Creuset, enseignant-chercheur, Polytech Sorbonne Université, donc laboratoire mixte Sorbonne Université CNRS. On a co-créé en 2021, suite à des travaux de recherche qui ont commencé en 2018 au laboratoire de biologie computationnelle. On rentre dans la détail qui a un peu des mots marrants. Aïe, il faut s'accrocher. On a créé cette startup, donc BioMemory, pour répondre à cet enjeu de stockage de données dans le monde avec une molécule d'intérêt qui fonctionne plutôt bien, qui est l'ADN. Et l'ADN, ça a 3 caractéristiques assez folles. La première, c'est que dans le même volume, on stocke 10 millions de fois plus d'informations. J'ai emmené une DNA card avec moi. Regardez. Okay. Si on la voit en vidéo, donc ça, c'est quoi? C'est une carte d'ADN? Oui, alors celle-ci, j'en avais plus. Celle-ci, c'est un modèle, ça ne contient pas vraiment de l'ADN, mais là, on stocke 1 péta. Qu'est-ce que c'est un péta? C'est combien de milliers de... C'est 1000 téra. D'accord. Je ne sais pas combien contient ton iPad, mais ça doit être... moi, je ne prends pas des... Un quart de téra, donc oui, c'est beaucoup plus. Deuxième avantage de l'ADN... Juste, pardon, Erfan, c'est vrai que quand on dit ADN, on n'est pas forcément sur de l'humain et du vivant, parce qu'on parle de stockage de données dans de l'ADN. Là, ce que tu nous as montré, c'est une carte complètement non vivante. Hein. Oui, c'est l'ADN de synthèse, en fait. L'ADN, c'est un polymère qui a été inventé par la nature il y a un petit peu moins de 4 milliards d'années. Donc, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, mais pour autant, ce n'est pas très différent d'un polymère de bois ou un polymère de plastique. Donc, ce n'est pas du génomique qu'on fait, c'est vraiment du synthétique. Ça ne peut pas s'exprimer. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ça ne peut pas s'exprimer, pas fabriquer de protéines. C'est vraiment fait pour faire du stockage. Avec 2 autres avantages quand même qu'il faut que je cite absolument, c'est que ça ne consomme pas d'énergie. Une fois qu'on a créé la molécule, elle ne consomme pas d'énergie. Et l'autre chose, c'est extrêmement résilient. Parce que ce que vous ne savez peut-être pas, mais c'est que vos supports électroniques dans les data centers, vous les renouvelez super régulièrement. Quand je dis super régulièrement, certains tous les 2 ans. Les composants? Les disques durs, ouais, les SSD, tout ce que vous avez dans les data centers. Donc là, l'ADN, ça ne prend pas de place, ça ne consomme pas d'énergie et c'est résilient. Donc, je n'ai pas besoin de changer ma carte tous les 2 ans. Non, a priori, on peut la garder 50 000 ans. Donc, les avantages, on les voit. Hein. De toute façon, le concept, il est de fait dans le concept. C'est-à-dire, on peut stocker beaucoup de données, un péta dans une carte comme ça, oui. Sur des durées aussi très longtemps, enfin très, très longues. Donc, c'est quoi les bénéfices, les cas d'usage, et notamment dans le secteur de la santé? Je vais vous citer 2 cas d'usage. On a beaucoup de cas d'usage, y compris en dehors du secteur de la santé, mais dans la santé précisément. Je vais vous citer 2 cas d'usage. L'Australie, qui vient de passer une réglementation pour stocker l'ensemble des données de santé des citoyens australiens pour 100 ans et plus. Ah oui. Donc là, il n'y a pas de solution électronique. On ne connaît pas les coûts à l'avance de l'électronique. Donc au-delà de 20 ans, ça devient très compliqué. D'accord. Les solutions, c'est des solutions type utilisation de polymères, comme l'ADN. Plus proche de nous, on n'adresse pas que les data centers. On est une deep tech, notre appliance, en français. Notre module de stockage n'est pas complètement disponible, c'est normal. Hein, c'est comme construire un lanceur de satellite, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Pour autant, on a été approché et on a signé des contrats avec des spécialistes de la pharma, en fait, des laboratoires pharmaceutiques qui font des médicaments, hein, les plus gros européens. Et en fait, leur problème à eux, c'est la contrefaçon de médicaments. Et on a appris, je ne savais pas, qu'il y avait 800 000 morts chaque année à cause de ça. Et donc, il y a un gros sujet de leur côté, c'est de protéger, de marquer leur boîte de médicaments.
Oui, de certifier, de lutter contre la contrefaçon. Exactement. Et comme nous, on est capable de mettre de la donnée dans l'ADN, on utilise l'ADN pour faire du marquage des emballages primaires et secondaires, intérieur et extérieur. Et ce qu'il y a de bien, de la plaquette, on est d'accord, pas forcément de la boîte, parce que là, sinon on peut enlever la sur boîte. le blister directement. Ouais, d'accord. Parce que ce qui se passe, c'est quand vous envoyez, alors, le cas qu'on a eu, c'est un conteneur envoyé à Madagascar, et puis le conteneur à la frontière, il est vidé. On prend les médicaments dans leurs emballages secondaires, et on va faire un remplacement. Donc on se retrouve avec des médicaments qui ne sont plus des médicaments, et il y a des morts à cause de ça. Donc ils veulent pouvoir aller dans une pharmacie et en moins de 5 minutes savoir si ce médicament il sort bien des lignes de production du laboratoire. Et oui, on est sur un peu le principe, ce qu'on disait un peu dans les préparations d'échanges, mais c'est assimilable un peu à la technologie de la blockchain, en fait. Exactement, en fait, ce qui stocke ces gens-là, c'est des données en local, sur le médicament, et pas besoin de se connecter à une base de données. Ce qui fait que c'est complètement adressable n'importe où sur Terre. Il suffit d'avoir un téléphone, en fait. Oui. Ok, écoutez, très, très clair. Merci en tout cas d'avoir réussi à expliquer de façon très claire un concept quand même qui est hyper waouh, de stocker de la data dans de l'ADN. Une question à tous les deux, parce qu'on voit quand même un rapprochement entre le business et la recherche. Vous êtes tous les deux, tous les deux, vos innovations sont issues de ce rapprochement entre de la recherche et une volonté de business. Oui. Je sais pas. Oui, je pense que... Il y a quelque chose que je répète assez souvent, c'est qu'il faut jouer collectif à tous les niveaux. Donc, ce n'est pas la science toute seule, ce n'est pas les ingénieurs tout seuls, et c'est encore moins la communication toute seule. C'est tout ça ensemble, en fait. Et donc, on a besoin de la science, parce que c'est la science qui apporte notamment la créativité et la connaissance. Et sans la science, on ne peut pas développer de nouveaux produits. Tout ce qu'on a aujourd'hui, notamment en informatique, c'est notre métier, on l'a parce qu'il y a des scientifiques qui ont imaginé des concepts, notamment en ce qui concerne l'informatique. Donc, c'était, je crois, au début des années 40, on a créé un ordinateur parce qu'on avait besoin de faire des calculs. Et c'était les scientifiques qui avaient besoin de faire des calculs. Donc, ils ont créé l'ENIAC pour ça. C'était le premier ordinateur qui faisait 5000 additions par seconde et qui pesait 30 tonnes. À titre de comparaison, j'ai regardé ce que valait un iPhone 15 par rapport à ça. On est 8 millions de fois plus rapide. Donc oui, merci aux scientifiques d'apporter les concepts. C'est primordial d'avoir cette logique collective. Vous, Julie, c'est ce que vous constatez également? Tout à fait. Ce que j'expliquais pour l'IVS, par exemple, c'est qu'on utilise des principes et des approches qui sont reconnus scientifiquement. Et nous, les dispositifs, notamment sur la technologie IVS, on a encore des partenariats avec des hôpitaux et des chercheurs pour continuer à conduire des études cliniques et démontrer du coup l'efficacité de notre technologie et pour continuer à faire nos preuves sur les concepts que l'on développe. Et parce que l'innovation, c'est une aventure qui ne s'arrête jamais. Comme l'aventure entrepreneuriale d'ailleurs, on est toujours dans une démarche itérative, on continue de progresser. Ludivine, vous, une remarque par rapport à tout ce qu'on vient d'échanger? Non, moi je suis toujours ravie et enjouée d'entendre les projets là qu'on vient d'écouter, ceux de nos clients. Moi, personnellement, ça me fait rêver. On est sur des technologies qui sont émergentes, mais tellement prometteuses, et notamment, alors, au sujet de la santé, en tout cas, pour venir un peu supporter toutes ces volumétries de data en santé qui ne cessent de croître, mais qui sont là et qui sont là pour améliorer le soin et la recherche médicale. Donc, j'espère rapidement qu'il y aura des alternatives à minima, des compléments en tout cas aux data centers qu'on connaît aujourd'hui et qui sont effectivement très énergivores. Donc, oui, pardon, allez-y, Ludivine. Okay. Bravo. Bravo à tous les trois. Erfan aussi, votre innovation, elle permet aussi, ça va donner du temps à la recherche, non? C'est-à-dire que là, quand vous me dites, on va pouvoir stocker les données santé de tous les citoyens. Alors là, c'est l'Australie, potentiellement demain la France. Ça donne du temps à la recherche. Oui, l'idée, c'est pas nous, on ne va pas apporter une solution pour les 50 prochains millénaires de l'humanité. Oui. On est conscient de ça, on voudra toujours plus. Pour autant, je suis assez contre arrêter d'innover parce qu'on a besoin de se soigner, parce qu'on a besoin de se nourrir, parce qu'on a besoin de faire en sorte que l'humanité survive. Et mon job, mais le job de toute notre équipe et des gens qui bossent sur ces domaines-là, c'est d'offrir un peu de temps supplémentaire pour y arriver un peu mieux.
Eh bien, merci à tous les trois. Alors, j'ai vu, il y a plein de questions. On termine les différents échanges et on prend des questions. Vous inquiétez pas, on revient sur les questions que vous posez. Je vois ça pop-up depuis tout à l'heure. En tout cas, merci beaucoup. On passe maintenant effectivement à l'échange. Également, n'hésitez pas en commentaire à nous dire si vous voyez, par exemple, dans votre entreprise, une évolution entre le moment où votre entreprise s'occupait de vous donner des cours de yoga, etc., ou aujourd'hui, votre entreprise s'intéresse vraiment à votre bien-être. On parle beaucoup de care en entreprise. Est-ce que c'est le cas? Et est-ce qu'on voit un care aujourd'hui qui se bascule, comme on le voit avec Ginger, sur des enjeux vraiment de santé, en fait, où votre entreprise s'intéresse à votre bien-être? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça, c'est hyper important parce que on est dans un moment d'évolution. Alors, on l'a vu avec le télétravail, mais bon. Voilà, petite parenthèse fermée. Moi, j'aimerais revenir sur ce parcours de soins parce que, à titre personnel, moi, j'ai eu une opération il y a pas longtemps. Et moi, pourtant, qui suis assez experte de l'expérience client, c'est hyper important. Là, l'expérience soignant, franchement, je suis désolée, mais aujourd'hui, c'est dégradé. Alors, c'est peut-être une découverte pour moi, c'est peut-être un quotidien pour d'autres et j'en suis désolée, mais est-ce que vous avez l'impression dans votre quotidien, justement, de contribuer à améliorer ce parcours de patients, soignants aussi potentiellement? Je crois qu'en effet, aujourd'hui, l'expérience cliente, elle est qualitative quand elle est continue, quand il n'y a jamais de rupture, jamais de fragmentation. Et justement, nous, c'est là-dessus qu'on essaye de jouer, en tout cas dans la santé des femmes. Et déjà, si on y arrive, on sera super content. Mais c'est de créer cette continuité et de s'appuyer sur le digital, sur le numérique pour faire ça. Parce qu'on sait que de l'autre côté, les soignants sont aussi complètement saturés. Ils sont peu nombreux et ils font déjà tout ce qu'ils peuvent. Donc, si on arrive à venir en soutien en face de ça, on va permettre de recréer cette continuité. Et c'est ça qui est vraiment ressorti de notre côté des témoignages, notamment des femmes atteintes d'endométriose, qui ont un parcours de soins qui est extrêmement fragmenté. Notamment, il faut en moyenne 7 ans pour être diagnostiqué d'endométriose. Ouais. C'est 5 professionnels de santé en moyenne consultés avant d'avoir un diagnostic. Donc, on sent qu'il y a beaucoup de ruptures, beaucoup de patientes qui abandonnent le parcours de soins avant d'arriver au diagnostic, simplement parce qu'elles ont perdu la confiance dans le système de soins. Donc, ce qu'on espère, c'est qu'avec cette continuité qu'on ramène grâce à la messagerie en continu, en instantané, on va permettre de réduire ces trous, ces écarts et de ramener un peu de continuité dans le parcours de soins. Alors vous, Emmanuel, vous êtes en prévention, vous êtes aussi potentiellement à une aide au diagnostic et ensuite en soutien, donc vous intervenez un peu dans tout le parcours patiente. Vous, Emmanuel, vous arrivez peut-être plus après, en amont, mais en aval. Mais vous participez aussi à ce que finalement ce temps de rééducation, il s'étende aussi là où finalement peut-être qu'on peut avoir qu'une heure ou deux de kiné. Comment est-ce que vous contribuez à ça? Nous, pour répondre à la première question aussi, c'est qu'on partage le constat que les ressources humaines et financières, en tout cas dans les établissements de santé aujourd'hui, sont limitées et que dans le même temps, on constate une augmentation de la demande de soins. Il faut savoir qu'en France, on compte un AVC toutes les 4 minutes. Donc, c'est on énorme. voit une hausse aussi de cette demande. Donc, c'est comment on intervient là-dessus. Et nous, chez De Synthé, on se donne du coup la mission d'augmenter le temps d'activité des patients en complément des temps de rééducation qu'ils vont avoir avec leur thérapeute. Puisque un patient, quand il est hospitalisé, il est hospitalisé la semaine, mais aussi le week-end. Et le week-end, il n'y a pas forcément de séance de thérapie avec son kiné ou son ergo. Donc, du coup, c'est comment on consolide quand même les bénéfices de la rééducation et de ce que le patient arrive à récupérer. Et donc, du coup, c'est notre mission et c'est ce qu'on va mettre en place aussi en 2024 en développant notre nouveau concept d'espace d'auto-rééducation guidée pour augmenter et essayer d'atteindre les recommandations internationales qui recommandent 3 heures de rééducation quotidienne. Quotidienne? Oui. Oui, donc on ne peut pas monopoliser son kiné 3 heures. Non. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est difficilement atteignable. Donc, c'est pour ça comment on développe la thérapie supervisée, donc un thérapeute qui peut avoir plusieurs patients en même temps, ou également l'auto-rééducation guidée. Donc là, le principe, c'est de rendre le patient acteur et de le stimuler pour qu'il pratique de l'activité physique seul, avec d'autres patients ou avec ses proches, par exemple, le week-end en visite.
Et donc là aussi, on voit encore une fois une continuité. Il n'y a pas de rupture, maison pas maison, ou pas, enfin, ou en tout cas en centre de rééducation et dans le temps aussi pour être suivi. Ouais, effectivement, sans rupture. Merci beaucoup. On continue avec une autre question. C'est là un peu plus d'ordre entrepreneurial. C'est on sait que souvent dans cette aventure d'entreprise, on a du soutien humain, financier. Quels sont les différents types de soutien que vous avez pu avoir? Erfan, je vous laisse la parole peut-être pour commencer. Je crois que déjà entreprendre, c'est un exercice solitaire. Et donc, quel que soit le soutien qu'on reçoit, on est seul à la fin. Ah, c'est une mobilisation collective, mais effectivement qui demande une énergie aussi un peu personnelle. Oui, c'est comme ça. Il faut vraiment faire la différence entre l'innovation et l'entrepreneuriat. C'est deux choses différentes. On peut innover et être à n'importe quel poste. Être entrepreneur, on peut être entrepreneur d'ailleurs sans innover. Mais entrepreneuriat, c'est un exercice solitaire. Après, on est aidé par déjà les cofondateurs, qui sont aussi un peu des entrepreneurs, pas toujours totalement, mais en tout cas, ils nous supportent, ils nous aident, ils nous écoutent. Et il faut bien choisir ses cofondateurs. Moi, je suis assez pas enclin à être solopreneur, entreprendre seul. Parce que si j'étais boulanger ou voilà. Bon, ça vous est propre, mais en tout cas, c'est bien s'entourer si on choisit ses collaborateurs. Après, il y a forcément dans le petit monde de la startup qui est un monde un peu à l'exception. Enfin, c'est pas toutes les entreprises ne sont pas des startups, loin de là. On s'entoure assez tôt d'investisseurs. Il faut bien les choisir aussi parce qu'eux aussi peuvent nous aider. Et puis après, il y a tout le monde. C'est au-delà de ça, il y a la famille. Rentrer, savoir que les gamins ont été cherchés parce que ce jour-là, on termine un peu tard. Parce qu'on fait 8h, 20h tous les jours, 7 jours sur 7 peut-être. Ouais, on fait plutôt 6h, 23h ou j'ai été gentille. Je sais. C'est normal, on va pas se plaindre. Non, mais c'est OK. On fait ce qu'on aime en fait. Mais le fait d'avoir le soutien de son entourage, effectivement, qu'ils comprennent ça, c'est important. Et après, exactement, l'entourage, c'est essentiel en fait. C'est essentiel. Être entrepreneur, c'est quand même quelque chose d'assez incompris. Et c'est normal. Enfin, c'est assez logique parce qu'on ne travaille plus. Enfin, moi, je n'ai pas l'impression de travailler. Je suis occupé. Alors, il y a quand même un euphémisme. Voilà, tout le monde rigole autour de la table parce qu'on travaille plus. Donc, on peut le mettre avec ou sans le S, mais au final, on entend. C'est vraiment. Enfin, j'ai discuté avec des non, mais il n'y a plus la notion d'effort dans la notion de work. I tried to work, it didn't work. C'est exactement ça. J'ai essayé. Désolé, on n'a pas mis l'IA pour traduire après. J'ai essayé de travailler pendant des années, rentrer dans un moule d'employé, et c'était pas pour moi parce que j'avais pas envie de travailler. Donc là, on va peut-être passer sur un autre sujet des HPI et des multipotentiels que je comprends très bien, mais je sais pas si on peut tous se mettre dans cette catégorie-là, mais non, c'est vraiment faire des choses qui nous intéressent. En tout cas, être bien entouré, ses collaborateurs, ses investisseurs, sa famille, ses amis, c'est important d'être compris et soutenu. Julie, vous, c'est quoi les soutiens que vous avez eu humains, financiers? Alors moi, je fais pas partie de l'équipe fondatrice, mais oui, il y a eu plusieurs soutiens. On a eu notamment des aides à l'innovation de la métropole de Saint-Étienne ou de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, on a, depuis fin 2023, on a intégré un accélérateur de BPI France qui est dédié aux industries et aux technologies de santé. Donc, c'est aussi une communauté, des conseils et nous aider en phase de développement et de croissance, nous, pour l'entreprise. Et là, dernièrement, on est lauréat du concours innovation de France 2030. Ah, félicitations. Du coup, merci. Une belle reconnaissance. Et puis, ça va nous permettre de développer justement les nouveaux concepts que l'on veut mettre en place. Que vous avez petit teasing pour la suite. Mais effectivement, BPI France soutient également des concours. Ça, c'est important. C'est vrai qu'on le voit souvent, même qu'on l'a vu dans la précédente émission. Emmanuel, du soutien aussi? Absolument, complètement. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est plutôt un moment d'équipe, donc je ne rejoins pas totalement. Mais voilà, évidemment, il y a les cofondateurs. Nous, il y a eu un gros soutien de la part de la communauté de patientes qui a été extrêmement motivant et qui nous a vraiment aidé à dépasser les phases de montagne russe qui concernent un peu tous les entrepreneurs. Et puis, nos mentors, des entrepreneurs, des investisseurs, des incubateurs qui nous accompagnent depuis le début, qui nous donnent beaucoup de force et beaucoup de clés. Et puis, bientôt, des investisseurs, parce qu'on va se lancer dans pas longtemps dans un processus de levée de fonds. Ah, appel. On va essayer de s'entourer d'experts de nos sujets qui vont vouloir aussi contribuer et avoir un accompagnement fort et un soutien
valeur. Alors, merci beaucoup. Une dernière peut-être question transverse avant de passer sur vos futurs projets, mais est-ce que vous avez rencontré des difficultés, des enjeux? Je suppose que oui. Et comment vous les avez surmontés? Bien sûr. Alors, en évoluant dans le secteur de la santé des femmes, on fait face à des difficultés déjà sectorielles. Il y a un manque de données très important en santé des femmes qui fait que c'est difficile aussi en lançant un projet de faire ses preuves et de trouver des arguments chiffrés, ce qui parle beaucoup aux incubateurs, aux investisseurs et autres soutiens importants dont j'ai parlé juste avant. Parce que c'était tabou avant, on s'en occupait pas. Enfin, c'est parce qu'on s'en occupait pas. Absolument, okay. Ça a été la santé des femmes, elle a été quand même ignorée pendant un gros moment. On le voit sur les essais cliniques sur des médicaments qu'on utilise tous, où les femmes ont été complètement sous-représentées. Ah oui. Moins de 10% de femmes dans les essais cliniques du sida, il me semble. Donc, il y a vraiment eu une mise à l'écart des femmes dans les recherches en santé, qui aujourd'hui est en pleine progression, mais encore beaucoup de... Ça se rééquilibre. Ouais, voilà. Mais encore beaucoup d'efforts à faire. C'était volontaire, ça, cette mise à l'écart? C'était décidé ou c'était systémique? Je crois que c'était juste systémique. Je n'ai pas la réponse exacte, mais vraiment pas. C'est peut-être un biais sociétal aussi. Il y a beaucoup d'entreprises d'ailleurs qui travaillent là-dessus, qui sont un peu plus avancées parce que ça a été un sujet, je pense, plutôt sur les 5 à 10 dernières années, mais qui enclenchent vraiment un changement de ce côté-là pour représenter de la diversité en fait au sens général. Il n'y a pas que les femmes qui ont été sous-représentées, mais de remettre de la diversité dans les essais cliniques. Et on fait aussi face à des difficultés liées au fait que le marché de la santé des femmes, la Femtech, c'est encore un marché émergent. Donc, du côté des investisseurs, il y a encore un peu de frilosité. Il faut investir dans les projets portés par les femmes. C'est hyper important. Portés par les femmes, mais aussi en santé des femmes, parce qu'on commence à avoir des super success stories et il faut que ce soit valorisé. Et puis, d'un côté plus projet, nous, on n'avait pas eu de CTO pendant une grosse période, plusieurs mois. Donc, le responsable du site, de l'appli, etc. Exactement, le responsable vraiment de la technologie. Et on veut donner une vraie orientation tech au projet Ginger, comme on s'appuie vraiment à fond sur le digital. Et la plus grosse difficulté qu'on ait surmontée, c'est de recruter et de rencontrer notre 3e associé, Florentin, qui, lui, vient de la Deep Tech et nous a rejoints sur ce projet. Et maintenant, on a l'équipe au complet et on avance à fond. Ok, donc un peu quand même le challenge du côté tech en fait, de comment on met en application le concept, hyper intéressant. Julie, du coup, quels ont été les enjeux, les challenges et comment on les a surmontés? Alors, je pense que Nicolas Fournier et David Huneau, les cofondateurs, en parleraient mieux que moi. Mais je pense qu'un des enjeux qu'on constate nous aussi sur le secteur, c'est qu'il y a beaucoup de solutions qui sont issues du milieu de la recherche, mais qui sont complexes et qui sont peu adaptées pour la pratique au quotidien et donc pas utilisées par les thérapeutes. Donc nous, ça a été vraiment l'enjeu pour De Synthé, c'est de nous démarquer en allant chercher des solutions qui sont ultra intuitives. Nous, nos dispositifs, il faut moins de 30 secondes pour démarrer une session, que ce soit par le thérapeute ou par le patient. Ouais, donc c'est facile. Donc, il faut que ce soit hyper compréhensible et que ce soit accessible en plus dans toutes les langues. Donc on utilise beaucoup l'image. Et c'est pour ça qu'on travaille depuis le début, nous, avec des designers aussi, pour justement faire ce travail d'usage et puis pour rapidement aller se confronter au terrain, aux patients, aux thérapeutes et construire la solution et la faire évoluer pour que ça réponde vraiment aux attentes, aux besoins et que ce soit utilisé. Les facilités de prise en main, tant par le patient, par le soignant. Vous me disiez également dans la préparation des échanges, vos commerciaux, c'est des soignants. Oui, tout à fait. Dans notre équipe commerciale, on a des thérapeutes qui, du coup, sont de pair à pair, en fait, quand ils échangent avec les centres, que ce soit dans les activités physiques adaptées, les kinés, ergo, du coup, ils se comprennent et tout de suite, il y a un échange qui est plus intéressant que si on était juste des commerciaux classique, si je puis dire. Et oui, on voit dans les deux, même dans les trois, mais c'est vraiment cette innovation qui est centrée sur l'usage. On ne fait pas de la tech pour de la tech, on ne fait pas de l'innovation pour l'innovation. On est sur une notion quand même d'utilité et au plus proche de l'usage qui va être possible d'en faire. Vous, Erfan, vos enjeux au quotidien, je suppose aussi, vos challenges. Je suis assez en accord avec ce que je viens d'entendre. Moi, je vais aller on a plein des challenges, mais je vais aller sur un particulièrement qui touche beaucoup d'entreprises en France. C'est le sujet de l'industrialisation. Pour donner un peu de contexte, c'est quoi l'industrialisation? Aujourd'hui, je veux vendre un torchon. Je commande un bout de tissu sur Amazon. Et vous me le vendez. Et je mets 3 points de couture, je vous le vends et je dis bravo, j'ai réussi à vendre un torchon. Mais si j'en veux 1 million pour la semaine prochaine... La mise à l'échelle. Je fais comment?
au-delà de j'appelle à quelqu'un qui me source ça en Chine et puis on reçoit des torchons chinois dont on regarde un Oui, peu ou peu importe, mais en tout cas, comment je fais une mise à l'échelle qui a du sens et qui est porteur de valeur. Exactement. Alors, notre problème à nous, c'est qu'on constate qu'en France et plus largement en Europe, on a perdu beaucoup de compétences en industrialisation dans beaucoup de secteurs différents, notamment dans le nôtre, qui est le secteur de l'infrastructure informatique, donc du hardware, du matériel. Il n'y a plus grand-chose qui se fabrique en Europe. Et c'est assez terrible. Et nous, ce qu'on est obligé de faire, c'est soit trouver des Français qui reviennent des États-Unis ou d'Asie, soit relocaliser des Américains. Sinon, on est obligé de faire ce qu'on appelle un flip, c'est-à-dire transformer une entreprise française en entreprise américaine. Et donc, c'est quoi? C'est une sorte de talent, enfin un enjeu de talent, de ressources? C'est un enjeu de compétences. C'est-à-dire qu'on n'a pas les compétences. C'est-à-dire qu'on est très doué en France pour faire de la finance, pour faire des prototypes, pour faire toutes ces choses-là. Ok, mais de la scalabilité, c'est compliqué en France. Mais fabriquer des objets, c'est très, très compliqué. En fait, on ne s'en rend pas compte. C'est facile d'en fabriquer 10, mais d'en fabriquer 1000 ou 1 million. Ouais. Et si on veut voir 1 million de cartes comme vous nous avez envoyé, il faut des ressources humaines. Il faut des ressources compétentes. C'est-à-dire, industrialisation, vous ne ferez rien avec des gens qui ont moins d'une décennie, voire 2 décennies. Un enjeu de formation, du coup, peut-être aussi, c'est un message aux écoles d'aller. Parce que s'il y a une pénurie de talent, ou c'est quoi le. C'est comme le secteur du nucléaire. Enfin, si on diminue le nombre de personnes dans le secteur nucléaire, il y a moins de personnes pour opérer. Enfin, c'est toujours la même chose. Comment on fabrique? Et on ne fabrique pas. Il y a des recettes qui sont là depuis des années et des années, qui sont maîtrisées par des gens qui ont de l'expérience, qui savent piloter des usines, qui savent construire des usines, qui savent adresser des fournisseurs, qui savent juger d'une qualité. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Oui, je comprends. L'industrialisation n'est pas un sujet qu'on peut adresser en 12 mois. Mais donc ça reste un challenge pour vous aujourd'hui, en fait. Ça reste un challenge pour toutes les entreprises qui fabriquent des choses depuis la France. Merci Erfan. Ludivine, vous, c'est quoi les grands enjeux que vous avez auxquels vous répondez justement avec Heming? Je voulais juste rebondir avant de répondre sur le rôle d'Heming là-dedans. Il y a des études assez récentes, notamment de France Biotech ou du SNITEM, qui ont publié des informations qui corroborent finalement ce qui vient d'être dit autour de la table. On a la problématique, enfin la première préoccupation en fait des entrepreneurs, ça reste le financement de leur structure. Alors notamment dans la filière santé, qui a, en tout cas en 2023, eu un peu de difficulté à se financer. On a moins 30% sur les volumes des capitaux levés. Et si on fait un focus sur la santé numérique, qui est encore aujourd'hui sous-représentée, qui ne représente que 10% des capitaux levés. Donc, il y a encore un travail de conviction à faire auprès des fonds privés, parce qu'on a beau finalement mettre en face tous les investissements publics et subventions possibles. Si en face, on n'a pas les fonds privés, ça ne fonctionne pas. Il y a un enjeu encore d'évangélisation auprès des fonds d'investissement privés. Et je voulais rebondir sur deux autres points. Erwan, vous parliez des compétences. Effectivement, il y a une vraie problématique de recrutement, de pénurie de profils. Notamment dans le numérique et aussi dans le réglementaire, on n'en a pas trop parlé, mais il y a quand même encore une volonté, bien évidemment, des sociétés de recruter fortement en 2024. Et un dernier point qu'on n'a pas abordé, j'aurais bien voulu avoir votre avis là-dessus, c'est qu'il y a près d'un quart des sociétés qui rencontrent aujourd'hui des difficultés pour trouver des locaux, aussi bien bureaux que laboratoires. Est-ce que c'est votre cas ou pas? Alors, à tous les trois. Allez, je me lance. Du coup, nous, c'est pas une problématique, en tout cas en soi, chez De Synthé, puisqu'on est accompagné par la métropole, notamment on est dans un parc d'activités sur lequel elle intervient. Et au contraire, nous, on a réussi en début d'année à faire des travaux pour doubler notre surface de production, puisque notre site de production est adossé sur notre siège social. Et donc, du coup, on a eu énormément de soutien et d'accompagnement pour développer. Et donc, on n'a pas eu cette problématique de foncier et d'immobilier. C'est important quand même aussi de souligner le soutien des régions, en fait, des collectivités. Tout à fait. Ouais. Et vous, tous les deux? Nous, de notre côté, comme on est encore 3 dans l'entreprise, un coworking nous suffit, mais c'est vrai que c'est des problématiques qui vont arriver parce que c'est des budgets conséquents à allouer à des locaux au début d'une entreprise. Et pour l'instant, on fait le choix de s'organiser autrement. En ce qui concerne Biomemory, donc effectivement, on est 18.
On a un laboratoire humide, donc un laboratoire de biotechnologie, et un laboratoire de microélectronique. Mais j'ai envie de dire, c'est pas trop un problème, parce que c'est des sujets qu'on sait anticiper assez bien 2 ans à l'avance. D'accord. Donc plutôt à prévoir en tout cas. Oui, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, enfin les primo-entrepreneurs, prévoyez les locaux en général 2 ans à l'avance, même si vous changez d'avis. Prévoyez 2 ans à l'avance, trois idées. Suivez les 3 idées, vous déciderez. Et oui, Erfan, il y a une approche méthodologique. Un bon conseil, merci. Bah oui, la méthodo, en fait, la méthodo, c'est nécessaire. Il ne faut pas être scolaire non plus, mais il faut avoir de la méthode. Dans ce qu'on fait, c'est un exercice très, très mécanique, méticuleux. Donc, il ne faut pas hésiter. Et puis, au moment où on applique la méthode, à la fin, on peut sortir du cadre. Oui, bien sûr, mais ça permet de pas s'épuiser et pas de s'éparpiller. Alors, une dernière question avant qu'on passe aux questions de l'audience et du public. C'est une question 2 en 1. C'est quels sont vos projets, en fait, à chacun, là, vos perspectives. Et si vous aviez, justement, on a parlé de compétences ou de conseils aux jeunes qui nous regardent, potentiellement de hard ou de soft skills à développer. Voilà, c'est un peu mes 2 questions, un peu de fin avant de prendre les questions de l'audience. Emmanuel, tu veux commencer? Allez, en termes de projets, nous, on a 3 gros projets en cours. Donc, le premier qui est la version 2 de l'application. Donc, on a lancé une première version, je dirais même une version 0 début mars. On essayait d'aller très vite sur le produit pour l'adapter vraiment au premier feedback des utilisatrices. Et donc là, d'ici la rentrée prochaine, on espère avoir terminé cette V2. C'est un gros projet niveau produit. Ensuite, on a bien sûr le fait d'accélérer commercialement. Donc, encore une fois, je m'adresse à toutes les entreprises qui nous écoutent, mais n'hésitez pas à agir pour la santé de vos collaboratrices. Et puis, on a ce projet de levée de fonds qui va bientôt démarrer et qui va nous permettre justement de renforcer cette accélération commerciale qui arrive. Oui, donc trois gros projets là. Donc là, on est en pleine phase d'amorçage et d'accélération. Et du coup, quel conseil, en termes de compétences, vous souhaiteriez partager? En termes de conseils, étant donné que moi, je me lance en primo-entrepreneur et à la sortie de mes études, je pense que c'est vraiment le fait d'oser, de tenter, en fait, parce qu'on n'aura jamais l'expérience de quelqu'un qui a travaillé 20 ans dans le secteur. Par contre, aller à la rencontre de ces personnes-là et apprendre de celles-ci, c'est très enrichissant et je crois que c'est ça qui nous a fait progresser très vite, en fait, depuis le début avec Quentin et Florentin. C'est parce qu'on s'est bien entouré, on est allé à la recherche d'expertise extérieure et ça, c'est des soutiens qui sont vraiment très, très importants dans notre développement. Merci beaucoup, Emmanuel. Julie? Alors nous, du coup, j'ai commencé un petit peu à en parler tout à l'heure, mais donc il y a 2 nouveaux concepts qui vont voir le jour en 2024. Un premier qui s'appelle l'espace d'auto-rééducation guidée. Donc là, l'idée, c'est de rendre le patient, comme je disais, acteur de sa rééducation et de lui permettre de pratiquer une activité physique en dehors et en complément de ses séances de rééducation conventionnelle. Et on va lancer un deuxième dispositif, un deuxième concept plutôt sur la fin de l'année 2024 qui, lui, vise à travailler sur le principe de stimulation induite implicite. Donc, c'est comment on favorise et on récompense l'utilisation d'un membre déficient chez le patient. Donc, ça repose sur les principes scientifiques reconnus de la contrainte induite, le fait de contraindre le bras sain pour utiliser uniquement, par exemple, son bras pathologique, mais plutôt sur un système de récompense pour stimuler le patient et lui donner envie de pratiquer, en tout cas, et d'utiliser son membre déficient. Merci, un grand merci de continuer la recherche et l'innovation sur ce secteur. Un conseil en termes de compétences? Oui, on s'est posé la question en plus en début de semaine, on en a parlé en interne, okay. On se disait les profils, quelles sont les compétences qu'on attend. Et je pense que chez nous, c'est de la proactivité. On est une entreprise encore jeune, même si on date de 2017. Mais on est en pleine phase de croissance à l'international. Il y a plein de sujets qui sont ouverts. Donc, c'est proposer, innover, c'est s'inspirer et s'ancrer dans cette dynamique-là et de la rigueur. Je pense que dans le domaine de la santé particulièrement, il faut avoir cette rigueur pour que ça marche et que ça aille dans le bon sens. Oui, Ludivine, ce qu'elle disait aussi, c'est qu'il y a quand même un contexte réglementaire qui est quand même assez contraint, même en communication. Typiquement, on ne fait pas ce qu'on veut. Non, tout à fait. On ne fait jamais vraiment ce qu'on veut, mais en tout cas, encore moins, je pense, dans le secteur de la santé ou des médicaments. Merci beaucoup. Erfan, vos projets mis à l'échelle, je suppose, et votre conseil pour les jeunes qui nous regardent? Ok, alors je vais citer, je vais éviter de vous parler de la levée de fonds en train de la clôturer,
une levée de fonds de série A avec des gros fonds deep tech français, les plus gros, se reconnaîtront. Bonjour à eux. Bonjour à eux. En fait, je vais lancer dans pas trop longtemps un projet que j'ai de manière temporaire nommé Reboot Humanity. Ok. Bon, quel teasing encore. Ouais, non, mais on s'amuse bien, on rigole bien. Mon objectif, c'est de laisser suffisamment d'informations loin de la Terre, au cas où il y aura un petit problème sur notre planète dans les milliers d'années qui viennent. Ok. Et donc, on s'est amusé à regarder de quoi on aurait besoin. On s'est dit que ça serait bien de partir des livres. Et on a compté le nombre de livres qui avaient été écrits par l'humanité jusqu'à présent. Ok. On est arrivé à 138 millions. Et après, on a essayé de caser ça dans un stockage de données. On a vu que ça prenait 1,3 péta avec les illustrations. Et donc, on s'est dit que ça serait bien d'envoyer ce péta et quelques sur Mars. D'accord. On est en train de solliciter les différentes agences. Et s'il y a des extraterrestres qui prennent ce pétaoctet pour dupliquer notre humanité? Ça serait une bonne nouvelle, mais bon, on sait que les extraterrestres, s'ils existent, ça serait déjà montré. Enfin, s'ils existent proches en tout cas, sur Mars. Ok. Ça serait déjà montré. Donc peut-être que potentiellement, le livre que j'ai écrit il y a 10 ans, il se retrouvera dans ta carte de 10 pétaoctets qui sera sur Mars. Waouh. Ça va encourager beaucoup de gens à écrire des livres dans les prochains mois. Ah, je vous conseille un livre justement qui parle de ce type de sujet, qui est Projet Dernière Chance, qui a été écrit par l'écrivain qui a écrit Seul sur Mars, et qui justement ils vont sauver l'humanité, mais ils ont besoin de données, donc ils font des stockages électroniques, c'est un peu risqué, donc avec un stockage moléculaire, ça. Donc projet Reboot, c'est quoi? Tu recherches des financements ou juste rien du tout, juste t'annonces Reboot? Non, mais le financement va venir, c'est pas un souci. Ok. Le financement, je dis pas que c'est transparent et facile, mais c'est pas quelque chose d'impossible. Et oui, on va s'associer avec des géants pour proposer ça et que ça soit visible. Tu sais, ça me fait penser à une startup qui était passée qui veut être mon associé et qui avait acheté, je crois, un gros stock de livres, qui a commencé à être digitalisé. Enfin, ces gens dont tu t'es rapproché ou pas spécialement? Pas encore. Ok. Pour l'instant, on travaille avec les agences spatiales. Après, on lancera probablement quelque chose qui ressemblera à une sorte de crowdfunding où on va mettre quelques dizaines de millions de personnes qui participeront. Ok, trop bien. Bon, on s'y est prêt. Moi, je pense que j'investirai. Tu vas voir, je t'ai pris, moi, je t'ai pas dit combien. Ça sera à partir d'1 euro, je pense. Ok, donc hyper accessible. C'est vrai qu'on a beaucoup quand même parlé aussi dans chaque projet d'inclusion, de diversité. Merci. Allez, moi, je veux quand même laisser au moins 5-6 minutes pour les questions ludivines, des projets, justement, des perspectives, et puis des conseils justement aussi sur les compétences auprès des jeunes recherchés. Alors, des projets, disons que je souhaite qu'on puisse toujours accompagner des sociétés innovantes, comme on a pu le voir là ce matin. En tant que conseil, je pense qu'on a un rôle vraiment majeur et primordial de soutenir ces différents entrepreneurs et de les aider à rechercher des financements pour développer leur technologie prometteuse. On parlait de l'industrialisation. En France, il y a quand même de belles initiatives en termes de financement qui sont depuis maintenant quelques années disponibles. Donc, de vraiment pas hésiter à se rapprocher d'un partenaire conseil. Et après, sur les skills, je pense que j'aime bien le côté oser, en fait, essayer d'oser, de pas avoir peur de tomber, de se tromper aussi, parce que on peut leur envier ça aux Américains. Il y a quand même un mindset qui est un petit peu différent de ce qu'on peut connaître en France, voire en Europe. Et donc, je pense qu'il y a cette culture-là. En tout cas, on pourrait leur prendre un peu de ça. Ce serait pas mal. Alors, j'ai quelques questions. Merci beaucoup, Ludivine. Alors, il y a écrit, c'est génial. Quelle est la sens... Alors, ça, c'est pour Airfan. On est dans la science-fiction. Quelle est la sensibilité de vos produits aux variations de température? Du coup, c'est intéressant et pour aujourd'hui et demain pour Mars. Hein. Oui, c'est très résistant aux variations de température et c'est compatible avec toutes les températures ambiantes humaines. Donc, de moins 80 à plus 80 sans problème. On peut pousser largement plus haut, mais enfin, ça ne résiste pas à un incendie non plus. Il y a des petites solutions pour ça. En tout cas, ça résiste beaucoup mieux des trajets spatiaux que l'électronique. Ok, vous aviez évoqué la notion de résilience tout à l'heure. Ouais. Alors, une autre question, mais peut-être que vous y avez répondu, mais comment une telle quantité de données peut être stockée dans un espace si petit, en fait?
Oui, je vais vous l'illustrer assez facilement. Aujourd'hui, sur un disque dur ou un SSD, disque dur support ferromagnétique à polariser, SSD, cellule de charge, on a à peu près 1 million d'atomes pour stocker une unité d'information à 1, par exemple. Si vous prenez l'ADN, c'est à peu près 50 atomes pour gérer une unité d'information. Là, on se dit de 50 atomes à 1 million, la différence n'est pas quand même super flagrante, en vérité. Il se trouve qu'en électronique, on fait ça sur des plans, donc en 2D, alors qu'avec un polymère d'ADN, vous faites ça en 3D, donc ce qui explique une extrême densité. Merci pour cette réponse hyper technique. Est-ce que j'ai d'autres questions? Ah si, c'est pour Julie. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de la rééducation motrice voilà, avec l'intégration justement des nouvelles techno? Je pense que la thérapie était essentiellement axée sur la récupération motrice, justement, et l'exécution. Et nous, on vient compléter, en tout cas, cette offre de soins, ce parcours de soins, en travaillant sur la phase amont, sur tout ce qui est planification, observation du mouvement, donc avant de se projeter dans l'exécution. Et c'est pour ça que nos technologies, aujourd'hui, elles sont complémentaires d'autres dispositifs, notamment des assistants robotisés que l'on peut trouver dans les centres. Donc, je n'opposerai pas, je dirais qu'on vient compléter une offre. Eh bien, merci à tous les trois. Merci également à vous tous qui nous avez suivis en ligne, en direct sur cette heure du déjeuner. Un grand merci également à Ludivine qui était en duplex avec nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter chacun. De toute façon, chaque speaker est tagué sur ce live. N'hésitez pas également à écrire en commentaire financement si vous souhaitez que les équipes d'Hemming reviennent vers vous pour voir si votre entreprise est éligible à un soutien à l'innovation. C'est quand même le nerf de la guerre aussi d'avoir ces financements. Donc, n'hésitez pas, c'est important. Nous, on se donne rendez-vous à la rentrée pour un live InnoConnect numéro 3, dont je vous dévoilerai prochainement le sujet, mais pas tout de suite. Un peu de patience. Je vous souhaite un bel été et à très vite pour d'autres projets. Merci à tous les trois et tous les quatre. Merci.